J'ai fait une courte vidéo additionnelle pour, mettre en forme, les échanges que j'ai pu avoir, dans le bar des fadas de Tonton Cellou il y a quelques jours. J'ai trouvé que les questions-réponses que j'avais échangées avec les intervenants sur ce live étaient intéressants. Du coup, je les ai mis en forme. Alors j'ai coupé quelques petits passages qui me semblaient moins intéressants, j'en suis désolé pour ceux qui ont été coupés. J'ai aussi coupé, quelques passages qui étaient un peu répétitifs, où il y avait des mauvaises informations qui étaient communiquées et j'ai, mis des illustrations qui ont vocation déjà à donner les documents qui sont sous-jacents aux informations que j'avançais et aussi, qui ont vocation à vous aider, à vous orienter dans tout ce délire. Donc voilà, donc si j'espère que ça vous intéressera. Et en un an, on disait que la situation financière de l'OM était catastrophique. Elle est encore là, encore plus. Et tu arrives à avoir des joueurs comme ça. Il n'y a pas un problème quelque part. Je sais pas, moi. Non, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qu'il faut qu'on m'explique. Bah, il y a des sous. Ils vont pas nous expliquer, on s'en fout. On est content, voilà, il y a des bons joueurs, puis c'est tout, quoi. Ouais, il y a de l'argent. Hein. Ouais, mais Pichado, quand tu as des centaines de millions de déficits, tu n'arrives pas à recruter comme ça. C'est impossible. Moi, je sais pas, j'ouvre une entreprise, je perds des centaines de milliers d'euros en perte d'exploitation, derrière, je ne réinvestis pas. Hein. Je peux pas. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui paye l'addition, merci. Hein. Ouais, mais qui la paye? C'est ça le problème. C'est ça qui la paye. Mais moi, je m'en fous du moment qu'il y a quelqu'un qui paye, tu vois, à la rigueur. Exactement. Il y a un mec là-bas au fond dans le noir qui a payé l'addition pour toi, bon appétit. Moi, je dis merci, le mec qui est au fond dans le noir. Après, pour Shadow, tu sais, il faut se concentrer sur le sportif. On a une bonne équipe, tant mieux pour nous. Oui, non, mais c'est sûr. C'est ça, c'est ce que je dis, ouais. Après, voilà, il faut savoir aussi avoir un regard aussi sur notre club, parce que sur la pérennité du club sur le long terme, tu peux très bien que ça peut très vite se retourner contre nous aussi, tu vois, tôt ou tard. Donc, il ne faut pas regarder un projet à court terme, il faut le voir sur le long terme. Sur le long terme, tu le sais très bien que c'est pas faisable de cette façon-là. Clairement, on va pas se mentir. Sur le court terme, c'est bien. Sur le long terme, ça risque d'être compliqué. Ouais, avec ce genre de joueurs que tu as chez toi, sur le court terme, ok, sur le long terme, tu peux te dire comment ces joueurs on a réussi à les faire venir. Faut se poser les points. Ouais, tu peux te dire que quand même les joueurs, les agents des joueurs, la DNCG et les dirigeants clubs, normalement, ils sont sérieux et ils ont à peu près correctement bien fait leur travail et du coup ils se sont déjà posé ces préoccupations-là. Et s'ils sont prêts à le faire, c'est qu'eux, ils ont confiance qu'ils peuvent. Ah, Longoria, la baguette magique, hein, ça le déconne. Hein. Tu vois, eux, ils savent bien qui c'est qui paye les additions. Et je pense que les agents des joueurs, ils sont pas dupes, ils savent très bien qu'il y a des déficits à l'OM, ils le savent aussi bien que nous. Ah bah oui, ils le savent très bien. Ils doivent demander des garanties. Tu vois, le mec qui voit arriver Milik avec son super agent, je sais pas qui est l'agent de Milik, quand il signe son contrat à l'OM, il dit « Ah bon, sérieux, vous allez me payer tout ça, mais comment vous allez faire ?» Crois-moi qu'il faut qu'il lui montre comment il va faire. Tiens, d'ailleurs, c'est ça qui est bizarre. Une question à vous poser. Moi, je fais confiance au fait que lui, il a fait son boulot, tu vois, que Milik, il a fait son boulot, que Guendouzi, il a fait son boulot, et que son agent, il a fait son boulot aussi. Et moi, en tant que supporter, c'est cool, je m'assois dans mon fauteuil et je regarde tout ça, quoi. Ah bah oui, on n'a plus que ça à faire. Hein. Notre mécène, il doit combien d'argent cet été, s'il reste? Oui, il doit, hein. C'est le déficit, 100 millions, je pense. Cette année, c'est plutôt 130, ouais. Ouais, c'est plus de 100 millions, ouais. La classe. Eh les gars, juste 2 minutes. Alors, il doit payer 130 millions. Il doit payer, allez, combien avec les options d'achat obligatoires d'ici le 30 ? Non, ça, c'est avec les options d'achat obligatoires. 130 millions ? Les 130 millions, c'est avec les options d'achat obligatoires, ouais. D'accord. Donc ça fait 130 millions, sans compter ce qu'il va devoir investir sur le mercato d'été, parce qu'il va falloir recruter, bien sûr, je pense. Ah, ça, c'est le déficit de cette année, quoi. Après, il y a l'année d'après, quoi. Après, on commence une nouvelle comptabilité, c'est page blanche, on commence. Mais c'est clair qu'on va pouvoir se présenter à la DNCG avec un nouveau déficit de... Voilà. 130. Page blanche, pas 130. Avec 130 millions d'euros, ils vont te dire, messieurs, stoppez tout. Non, mais on est quand même un peu optimiste avec la Ligue des Champions, avec les droits télé qui sont quand même en hausse par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé, avec la baisse quand même de certains salaires, parce qu'on a moins de joueurs que ce qu'on avait sous contrat l'année dernière, même avec les dernières recrues. Je sais pas, on va peut-être arriver à refourguer un Radonjic ou un Strootman un jour ou l'autre pour arriver à se débarrasser de quelques salaires aussi.
on peut peut-être arriver encore à rentrer dans les clous d'un déficit de 50 millions l'année prochaine, quoi. Non, mais dans tous les cas, c'est ce que j'allais te dire. Dans tous les cas, même si tu reviens sur une plage blanche, c'est Mais pas c'est ça qui sûr. t'enlève ta perte Non, mais d'exploitation et tes C'est dettes. sûr qu'il faut qu'il y ait un mécène derrière qui se pointe à la DNCG l'année prochaine et qui dise je vais aligner. Et là, il faut commencer par 50 millions et puis après, ce que tu as au-dessus, c'est de la crème, quoi. Mais en dessous de 50 millions, tu te fous de la gueule du monde, casse-toi, vas-y. Mais en plus, même si tu es qualifié en Ligue des Champions, je crois que tu les prendras qu'en décembre ou janvier 23. C'est ça aussi. Tu les prends pas de suite, cet argent dans la Ligue des Champions. Ça reporte encore. Ça, sur une année, tu arrives encore à t'arranger parce que tu trouveras un banquier qui te le prêtera jusqu'à ce que tu le reçoives, tu vois, si tu es à peu près sûr de le recevoir. Mais bon, à force qu'il fasse des prix, le mec va se retrouver dans la rue, quoi. Il y a très peu d'endettement. Il y a très peu d'endettement au club. Il y a très peu d'endettement au club. Il n'y avait que 38 millions d'euros de dette au club en juin 2020. Donc c'est pas vrai. Il n'y a pas beaucoup de dettes qui sont portées par l'Olympique de Marseille. Il y a peut-être des dettes qui sont portées par les holdings ou qui sont portées par McCourt lui-même. Mais ça, c'est son problème. S'il se barre, c'est pas à l'OM de les payer. La société OM SASP, elle a des dettes. Elle a 38 millions d'euros de dettes financières en juin 2020. Mais ça n'a pas été la politique de l'OM de McCourt de se financer par de la dette. Alors moi, j'ai vu un document. Dommage que je ne l'ai pas téléchargé. Parce que je ne vous dirai pas où c'est que j'ai pu le retrouver, parce que je ne me rappellerai plus, tellement que je fouille. J'ai vu le truc de la SASP où effectivement l'Olympique de Marseille avait une perte de moins 52% ou 58%, je ne sais plus. De son capital social. C'est énorme. Non, mais là, c'est parce qu'elle avait perdu 58% de son capital social. Ça, c'est parce que les pertes. Ça veut dire que, tu vois, parce que le capital social, c'est l'argent que tu investis au début de ta société. Et après, tu as le droit d'accumuler des bénéfices ou des pertes et de les incorporer à ce capital pour augmenter la valeur de ta société. Mais comme nous, on fait des pertes, en fait, ça réduit le capital social. Il y a une règle comptable qui dit, en gros, en langage humain basique, elle dit, si les investisseurs, ils ont perdu la moitié de leur investissement, alors ils doivent s'asseoir autour d'une table et prendre une décision pour savoir s'ils veulent continuer. Et ils ont fait ça. Ils sont assis autour d'une table, ils ont pris la décision et ils ont décidé qu'ils voulaient continuer. Ils ont le droit de continuer à perdre leur argent. Ah bah oui, ça, après, c'est son pognon, hein, c'est son fric. Une fois qu'ils ont perdu tout leur argent et qu'ils se passent en ce qu'on appelle capital propre négatif, là, ils sont obligés d'augmenter le capital de la société pour revenir en positif. Sinon, ils sont obligés de liquider la société. Tu as dit une chose qui est intéressante. Ils se mettent autour d'une table, et ils ont décidé de continuer à investir. Okay. Avec quelle stratégie derrière? Mais ça, c'est leur problème. C'est eux, la décision, elle est sur le plan comptable. C'est-à-dire, est-ce que tu as mis de l'argent, est-ce que tu n'as pas mis de l'argent? Aujourd'hui, il n'y a plus d'actionnaires à l'OM. Hein. Eric Souker n'existe plus. Donc, c'est Macron. Il n'y a plus d'actionnaires à l'Olympique de Marseille. Il n'y a plus de Bélion, il n'y a plus rien. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qui trame derrière? Je ne sais pas. Mais moi, ça me fait peur. Quelque part, ça me fait peur. Non, mais l'OM, par définition, c'est une SASP, donc c'est une réunion d'actionnaires pour un objectif de créer une entreprise. Donc société à objectif sportif, en l'occurrence, puisque c'est une SP. D'accord? Objectif sportif professionnel. C'est ça, une SASP. Ben, la SASP, en fait, à la base, c'est le président, c'est l'Olympique de Marseille. Déjà. Ça, c'est la SASP, c'est le président. C'est l'Olympique de Marseille. Tu as dit que ça s'appelait comment? C'est l'Olympique de Marseille. SASP. Ça, c'est le président. Ça signifie quoi? SASP, ça signifie quoi? Société anonyme à objectif de sport professionnel. D'accord. Donc ça, c'est un truc qui est fait pour les clubs de foot notamment et les autres. Oui, il y en a plus de 7000 en France, je crois, des trucs comme ça. SASP, ouais. Donc. Mais bon, en gros, c'est comme une société anonyme. C'est plus ou moins comme une société anonyme. Ouais, c'est ça. En fait, ben, là, ils disent que c'est le président, c'est l'Olympique de Marseille. Mais après, qui est à l'intérieur, là, ça, on ne le saura pas. Le président, c'est Pablo Longoria. Ça, lui, il est nommé comme le gérant de la société. Ça on le sait, c'est aussi marqué sur les infos officielles de la société. Et on sait, d'après les chiffres qui datent de juin 2020, et ça, on n'a pas eu d'information depuis, à l'époque, c'était Eric Soccer, la holding, en juin 2020. Et on sait que Eric Soccer, elle a changé de nom l'hiver dernier et qu'elle s'appelle McCourt Europe maintenant, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'est McCourt Europe. Ça, c'est les infos qu'on a récemment. Après,
qu'il y ait un changement dans l'actionnariat de OM SASP, c'est possible. Ça, on le saura quand on verra les chiffres de juin 2021 qui vont être publiés en avril. En avril 2022, on aura les chiffres de juin 2021. Et ça, on pourra voir ce qui s'est passé entre juin 2020 et juin 2021, avec un décalage de presque un an. Mais à ce moment-là, on aura des infos sur ce qui s'est passé entre-temps. Et puis voilà, quoi. Et après, on avance comme ça. Bah, c'est vrai que les informations, on en a seulement une fois par an sur ces sociétés-là. Donc, c'est vrai que c'est pas passionnant pour nous qui en parlons quasiment tous les jours. C'est ça, Marco. Il n'y a plus de lien avec le football, Marco. Ça, on le sait, ouais. Merci de ta phrase. D'où elle sort cette info que ma courte Europe, elle n'a pas de lien avec le football? Ah non, elle n'a aucun lien avec le football. Marco Europe, c'est que dans le truc digital qu'il a fait son projet Liberty de mes choses, là. Voilà, le fait Internet. C'est beaucoup de choses comme ça. Il y a une modification des statuts qui a été faite au moment du changement de nom. Cette modification des statuts, elle précise, on reprend intégralement le texte des statuts précédents de Eric Soccer et on y ajoute les investissements dans le digital et les œuvres sociales qui correspondent à la fondation de McCourt et au projet Liberty là. Salut Lias. Mais il a pas dit qu'il arrêtait de faire ce qu'il faisait avant. Ça dans je sais pas, mais je crois qu'il ça n'a rien à voir avec le football. Hein. Non, ouais, c'est vrai qu'on pourrait retourner parler au foot, mais en tout cas, si vous reprenez la lettre de l'acte légal, là, comment ça s'appelle, de l'annonce légale, qui fait référence au changement de McCourt et de McCourt Europe et de ses statuts, ils expliquent bien que les statuts ils restent identiques, mais qu'il y a une augmentation des statuts pour inclure également d'autres activités. C'est toujours les mêmes activités qu'avant. Ils n'enlèvent pas les activités précédentes. Ouais, c'est ce qu'il reproduit, c'est ce qu'il a fait aux Dodgers. Hein. Il reproduit pratiquement pareil. Clairement, c'est qu'il est déjà en train de préparer sa sortie, il ne faut pas aller plus loin. Sur ce qu'il a fait aux Dodgers, en fait, il ne pourrait vraiment pas le faire à l'Olympique de Marseille parce qu'il n'a pas les actifs immobiliers. Le principal truc qu'il a fait aux Dodgers, c'était de séparer les actifs immobiliers des actifs sportifs et de vendre séparément les actifs immobiliers, notamment les parkings. Oui, les parkings et tout. Et le stade, et de garder juste la société sportive. Là, il a acheté que la société sportive au début, donc il ne peut pas vraiment faire ce calcul-là. Ce que je veux te dire par là, Pichado, c'est qu'on le sait très bien que l'Olympique de Marseille, il l'avait partionné en plusieurs parties. Il est en train de faire justement enlever tout ça pour le refractionner en une seule. Donc le fait qu'il fasse ça, c'est que clairement, il veut simplifier on s'appelle les négociations pour avoir une porte pour partir. Parce que sinon, ça allait être très compliqué. Donc sa façon de faire, il est en train de tout réunir à un seul point pour préparer sa sortie et s'en aller. Clairement. Moi, je le vois pas ça. Tu vois, s'il m'avait dit qu'il avait créé une holding intermédiaire entre McCourt Europe et OM SASP, par exemple, pour reprendre les pertes de l'Olympique de Marseille, ça m'aurait indiqué qu'il était en train de préparer une sortie. Parce que ça c'était créer un véhicule qui était fait pour une optimisation fiscale pour un acheteur. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait, il n'y a rien qui ressemble à une optimisation fiscale pour un acheteur. Ce qu'il a fait, ça ressemble à de l'optimisation fiscale pour un mec, au contraire, qui a l'intention de rester, qui est en train d'utiliser les pertes pour ses business à lui, parce qu'il compte faire des profits sur ses business comme Projet Liberty ou des trucs comme ça en Europe, et qui compte utiliser les pertes de l'OM pour justifier le fait de ne pas payer d'impôts sur le long terme, sur les bénéfices qu'il va faire dans le futur sur ces sociétés-là. Donc aujourd'hui, lui, il s'installe plutôt pour le long terme dans McCourt Europe. Après, est-ce qu'il veut continuer à engranger des pertes de l'Olympique de Marseille ou pas? Ça, c'est pas clair, quoi. On ne sait pas. Peut-être qu'il va vendre, effectivement, mais en tout cas, c'est pas le fait que McCourt Europe, moi, ça me dit rien. En tout cas, perso, c'est très compliqué. Quand il a acheté les Dodgers, il a divisé la société du club des Dodgers en plusieurs entités. Là, Marseille, il a fait pareil. OM. Oui, en 3 entités. L'OM, il a créé 1 ou 2 entités additionnelles, effectivement. OM Opération, c'était l'exploitation du stade. OM Développement, c'était marchandising, stratégie, tout ça. Il y avait 3-4 entités, ton club. Dans une logique de ce qu'il a fait sur le plan de la création de la société, il a filialisé certaines des activités qui existaient déjà dans l'Olympique de Marseille, comme par exemple le sponsoring, on faisait déjà du sponsoring, ou la gestion du stade, où on faisait déjà la gestion du stade. Il les a filialisés, il a créé des sociétés qui sont la filiale de l'OM et qui s'occupent de ça pour l'Olympique de Marseille.
Et l'Olympique de Marseille a un espèce de contrat de prestation de service avec ces activités-là, qui lui permet de faire fonctionner ces trucs-là. L'intérêt de faire ça, c'est que ces sociétés-là, éventuellement, elles peuvent faire du business aussi avec d'autres entités. Donc, si elles veulent faire des contrats de sponsoring pour d'autres trucs, elles peuvent se faire payer pour faire ça. Ça te permet d'optimiser un peu le travail. Et ça permet aussi, éventuellement, si jamais ça se passe mal pour ces sociétés-là, de te débarrasser de ça et de le faire faire par un consultant extérieur, par exemple, en mettant cette société-là en liquidation, sans mettre en péril le reste de l'ensemble. Donc, c'est une bonne manière de gérer tes risques, si jamais ça commence à foirer, ou au contraire, si cette activité-là, elle performe super bien et que d'un coup, tu as plein de clients qui viennent de l'extérieur, qui veulent que toi, tu leur expliques comment faire ton sponsoring ou comment gérer ton stade, tu peux arriver à vendre cette société-là indépendamment comme une société qui fait de la prestation de service en gestion de stade ou de la prestation de service en sponsoring. Donc, tu peux arriver à valoriser cette entité-là séparément de l'Olympique de Marseille. Mais par contre, tu peux aussi vendre l'OM SASP avec toutes ses filiales qui font un peu partie de ce qu'elle a dans le ventre habituellement. Et si tu devais faire une vente de OM SASP, naturellement, tu aurais automatiquement toutes les filiales qui viendraient avec parce qu'elles sont possédées par OM SASP à 100%. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi un peu de camoufler un peu au niveau impôt? Au niveau fiscal, ça peut être intéressant aussi. C'est pas forcément camouflé, hein. C'est une manipulation qui est permise par la loi dans certaines mesures. Tu peux avoir des prix de cession internes qui sont attractifs et qui te permettent éventuellement d'optimiser ta fiscalité d'un certain point de vue ou de mieux gérer ta TVA en ayant des différements de paiements sur certaines de tes paiements entre filiales ou des trucs comme ça. Donc ça peut être assez attractif pour faire de l'optimisation. Ou aussi recevoir par exemple un nouvel investisseur sans qu'il soit forcément déclaré par l'État français vu qu'elles sont domiciliées au Delaware. Recevoir des investissements directement dans les filiales, ce serait éventuellement possible, ça apparaîtrait dans les comptes des filiales, donc on le saurait quand même, puisqu'en France on est obligé de publier des comptes, quelles que soient les sociétés auxquelles on appartient, ces choses-là. Même si c'est une société du Delaware qui investit. Les OM Développement ou les OM Développement dont on parle là, les sociétés qui possèdent les actifs de l'Olympique de Marseille, les actifs physiques, quoi, le sponsoring ou des trucs comme ça. Toutes ces sociétés-là, elles sont basées en France. Elles sont régies par du droit français. Non, je parle pas de cela, justement. Je te parle de... Alors, si tu parles de OM, LLC ou des trucs comme ça, LLCA et B, ça c'est des holdings financières. Elles n'ont pas d'actifs physiques. Tout ce qu'elles détiennent, c'est des actions dans une autre société qui est en l'occurrence McCourt Europe, où éventuellement elles peuvent avoir prêté de l'argent directement à OM SASP, dans certains cas. Mais c'est un investisseur purement financier. Donc si ce truc-là, il venait à disparaître, ça ne change pas grand-chose pour la vie du club. C'est des problèmes entre actionnaires où là, ils ont fait de l'optimisation fiscale, ils sont intéressés par le fait que c'est opaque et qu'ils peuvent se cacher et que personne ne sait trop qui c'est. Il y a des avantages pour eux d'être au Delaware, on est d'accord, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'acheter ou de vendre l'OM. Non, je ne parle pas d'acheter ou de vendre l'OM, mais peut-être de faire rentrer un investisseur par une petite porte. C'est ça, en fait, la question. Ouais, tu peux. Effectivement, ce serait possible qu'un investisseur étranger ou américain rentre dans un véhicule au Delaware comme OM LLC, qui a priori pour l'instant reste l'associé unique de McCourt Europe, aux dernières nouvelles. Donc OM LLC, ce serait possible qu'il y ait d'autres actionnaires que Frank McCourt derrière OM LLC. Ça, c'est possible. Moi, ce qui me paraît pas possible, c'est que derrière OM LLC, il y ait des actionnaires saoudiens. Et ça me paraît pas possible qu'il y ait des actionnaires russes non plus. Ouais, mais après, tu vois, saoudien ou pas, on s'en fout. C'est juste pour savoir si une éventuelle manipulation pour pouvoir commencer à faire entrer de l'actionnaire. On voit très bien qu'il y a de l'argent. C'est le Delaware, c'est opaque. C'est comme la Suisse, donc on ne sait pas ce qui se passe. McCourt, lui, il dit que c'est lui, personne d'autre ne dit que c'est lui, et personne ne peut vraiment vérifier que c'est lui. Donc ça, à part ça... Mais par contre, ce que ça ne peut pas trop être, en tout cas dans ces sociétés-là au Delaware, c'est des investisseurs saoudiens. Parce que les investisseurs saoudiens, ils ne passeraient pas... Parce que l'Arabie saoudite, elle est notamment les proches du pouvoir saoudien, comme Mohamed Ben Salman ou Al-Walid Ben Talal, ils sont sous le coup de sanctions internationales
du fait notamment de l'assassinat du journaliste Mohamed Raji. Et aux États-Unis, aujourd'hui, ils saisissent tous les actifs de ces personnes-là qui sont aux États-Unis, ou en tout cas, ils sont menacés de les saisir. Donc, ils n'ont pas la possibilité, eux, ils n'ont pas intérêt, eux, d'investir en passant par les États-Unis pour investir dans une société européenne. Alors qu'ils ont des sociétés, par exemple, au Luxembourg. D'accord. Tu vois, et quand j'ai posé la question d'ailleurs à Thibaut Vézirian il y a quelques semaines en lui demandant, d'après toi, l'acte de cession auquel toi tu fais référence, est-ce qu'il concerne des sociétés au Delaware? Il avait répondu que la société de Al-Walid à laquelle il faisait référence, elle était basée au Luxembourg. D'accord? Ça me paraît logique. Au Luxembourg, ça me paraît logique. Au Delaware, il n'y a pas de Saoudiens. Il y a des Saoudiens. Il y a des Saoudiens qui investissent aux États-Unis. Parce que pour investir aux États-Unis, il faut bien qu'ils passent par quelque part. Et le Delaware, c'est le meilleur endroit pour eux. Mais ils n'investissent pas en Europe à travers le véhicule du Delaware. Quand ils ont acheté Newcastle. Ouais. Ils sont passés par un véhicule luxembourgeois et par une société de contrôle qui est basée en Irlande. Ouais, ce que j'allais dire en Irlande. Ouais. Mais Pichado, est-ce qu'il n'est pas possible de créer des sociétés vitrines pour faire rentrer de l'argent dans le Delaware? C'est pas possible, ça? Le Delaware, ça n'aurait pas d'intérêt. Tu te crées un passage dangereux. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais la possibilité de passer sur un joli pont bien bétonné, etc. Et que tu te disais, tiens, elle a l'air pas mal, cette échelle de corde toute pourrie là-bas. Tu vois, c'est con. Pourquoi est-ce que tu prendrais pas le boulevard alors que si, il y a une raison toute simple par rapport à ce que tu viens de dire. Par exemple, à l'effet par rapport au truc qu'on s'appelle Khashoggi, tu vois. Ouais, mais justement, pour éviter de passer par Khashoggi, tu t'investis directement dans Ma Courte Europe ou dans MSSP. Tu vois, obligatoirement. Si tu te fais voir et que tu peux avoir des sanctions internationales, tu peux passer par la petite porte aussi. Et non, mais justement, c'est pas la petite porte, le Delaware. Non, parce que c'est là où, sur le plan juridique et fiscal, c'est au contraire. Pour eux, c'est le truc où ils se font griller à tous les coups, quoi. Ils sont pratiquement sûrs de se faire choper. Parce que là, il y a des gens qui les cherchent. Alors qu'en Europe, franchement, ils passent comme une lettre à la poste. Au Luxembourg, ils sont tranquilles. En Suisse, ils sont tranquilles. En Irlande, ils sont pépères. Tu vois? Donc, l'argent qu'ils veulent mettre en Europe, ils passent par ces pays-là pour l'investir en Europe. Et ils le mettent en sécurité au Luxembourg, ou un truc comme ça, et puis quand ils veulent mettre quelques billes, ils le sortent du Luxembourg pour le mettre en Europe. Mais ce qu'ils font pas, c'est passer par les États-Unis pour le faire transiter cet argent-là, parce qu'ils prennent le risque que les Américains le chopent au passage. Et du coup, ça serait dangereux. Mais en fait, c'est qui a des soucis avec les ricains? Là, en particulier sur l'acte, ça s'appelle l'acte Magnitsky, du nom d'un journaliste anticorruption qui est mort il y a une dizaine d'années. C'est particulièrement la Russie qui est sous le coup de ces sanctions-là, et l'Arabie Saoudite. Et en particulier, ça touche les États. On parle des États. Ça touche les États. C'est des sanctions qui ne portent pas sur l'État, mais sur les personnes les plus riches de ces États, qui sont au contrôle de ces États, les oligarques. Un peu la mafia, quoi, en quelque sorte. Donc, eux et leurs différentes sociétés. Donc voilà, donc Poutine, les copains de Poutine, tu vois, les 50 Russes qui contrôlent la Russie, en gros, et les 50 Saoudiens qui contrôlent l'Arabie Saoudite. Oui, mais leur société également, pas seulement eux à leur nom propre. Voilà, toutes les sociétés qui peuvent avoir, qui sont aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire remonter de l'argent qui vient de là-bas. Et quand ils y injectent de l'argent qui vient d'Arabie Saoudite, ils sont obligés d'obtenir un blanc-seing de la part de l'État américain qui leur dit « Ok, c'est bon, je vous permets d'investir 1 milliard dans Twitter. Du coup, là, je fais une exception à ma règle. Je vous laisse mettre de l'argent, mais je ne vous laisserai pas en sortir. »